Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation, des poisons quotidiens et des solutions simples pour y remédier. L'alimentation est donc un enjeu sociétaire. Le nombre de personnes obèses n'a jamais été aussi élevé. Le nombre d'individus ayant des soucis de santé à cause de leur alimentation est lui aussi de plus en plus important. Les fast-foods et la malbouffe ne cessent d'augmenter. Et puis aujourd'hui, qui d'entre nous serait capable de cultiver un jardin sans au préalable un apprentissage ? Je ne m'attarderai pas sur le sujet du gluten, puisque j'ai fait une précédente vidéo sur le sujet. Le lait de vache a été introduit dans la société française de l'après-guerre, car souvent, à cette époque, les enfants n'avaient pas de quoi se nourrir convenablement à la maison. Ils avaient donc aussi beaucoup de carences nutritionnelles. C'est le début de l'essor du lobby laitier. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Je m'abstiendrai de vous parler des conditions d'élevage sur ce sujet. Vous savez tous que pour que les vaches produisent du lait, il leur faut véler. Sur le plan purement nutritionnel, les produits laitiers ne sont pas adaptés à notre système digestif. Il vaut mieux privilégier les laits des petits animaux comme la chèvre ou la brebis. Bien évidemment, toujours en quantité raisonnée. Le lait de vache pose aussi problème au niveau de sa caséine. La caséine, c'est l'ensemble des protéines du lait. La caséine du lait de vache a une structure biochimique très différente de celle du lait humain. Il ne faut pas oublier que le veau possède 4 estomacs. Et nous, les humains, nous n'en avons qu'un seul. Il sera donc bien plus difficile pour nous de pouvoir digérer ces protéines. Sans oublier que nous ne possédons pas les enzymes nécessaires pour ce travail de digestion. Le veau double son poids en seulement 6 à 7 semaines, tandis qu'un bébé humain doublera le sien en 6 à 7 mois. Le lait de vache contient 3 hormones de croissance qui vont surtout participer au développement de la musculature et du système osseux de l'animal, tandis que son développement cérébral restera plus faible. Le lait humain, lui, en contient 7. Nous n'avons pas besoin que notre squelette et que notre musculature se développent aussi rapidement. Mais notre développement cérébral, lui, a besoin de se développer à une vitesse très rapide. La quantité de sucre importante présente dans le lait maternel est donc primordiale pour le développement de notre système nerveux. Il y a encore quelques décennies, le lait était bouilli, ce qui permettait de détruire les facteurs de croissance, alors qu'aujourd'hui, il est stérilisé à très haute température, en l'espace de 3 ou 4 minutes, ce qui détruit les germes, mais pas les hormones. À cause de celle-ci, le risque du cancer du sein et du cancer de la prostate augmente de 30%. Le calcium du lait de vache ne réduit pas le risque d'ostéoporose. Dans le cas d'une consommation excessive, elle l'augmente même en ayant l'effet inverse. Il faut savoir que les femmes qui consomment le plus de produits laitiers ont davantage d'ostéoporose à cause d'une microcalcification des os. Un rappel sur le calcium. Nous absorbons 40% du calcium contenu dans le lait de vache, tandis que nous absorbons 75% de calcium présent dans les végétaux. C'est donc une aberration que de dire que lorsque l'on est carencé en calcium, il faut absolument consommer du lait de vache sous toutes ses formes et en quantité irraisonnée. Les protéines du lait de vache sont très mal digérées. Comme pour le gluten, certains fragments sont trop gros pour être absorbés, ils se fixent donc sur la paroi des intestins qui finit par devenir inflammatoire et poreux. On parle d'hyperméabilité intestinale. Cette hyperméabilité cause alors de gros soucis, puisque l'intestin finit par laisser passer dans le sang des molécules qui nous sont nocives, ce qui à terme influe sur par exemple la santé des cartilages et peut provoquer des maladies auto-immunes. En bref, oui, les produits laitiers sont bons pour la croissance, mais seulement pour la croissance économique. Par ailleurs, je vous conseille le livre de Thierry Soucard sur ce sujet. Concernant le sel, lequel devons-nous acheter ? Il faut privilégier le sel non raffiné, car il est naturel et n'a pas subi de transformation chimique. Il contient donc des minéraux, du fluor et de l'iode. Les deux sont importants, mais attention de ne pas abuser du sel. Il est un très bon exhausteur de goût, mais il reste un excitant. Davantage de méfiance si en plus vous avez des soucis d'hypertension. Le sucre raffiné, que j'appellerais le grand mal du siècle. Il est extrait de la betterave sucrière. Il est débarrassé de tous ses nutriments et son indice glycémique est de 70. L'indice glycémique, c'est la conséquence de l'ingestion d'un aliment sur le taux de glucose dans le sang. S'il est élevé, la réponse de l'insuline produite par le pancréas ira de pair avec l'indice glycémique, ce qui à terme influe entre autres sur la prise de poids. Le sucre raffiné est aussi largement incriminé dans les cas de cancer. Pour le docteur Servan Schreiber, le cancer se nourrit de sucre.
Notre consommation en France ne cesse de croître. Elle a plus que doublé en 60 ans. Le sucre libère donc une production d'insuline conséquente, qui, elle, s'accompagne de la libération d'une molécule, abrégée IGF, et qui elle-même participe à la croissance des cellules cancéreuses. Il est évident que l'on doit aussi bannir l'aspartame. Le sirop d'agave, lui, connaît un franc succès des gens qui pensent y avoir trouvé une alternative plus saine, mais il n'est pas plus sain que le sucre blanc. Il contient autant de calories que le sucre et n'est que du fructose pur. Ensuite, on va rapidement parler de la cuisson à haute température et de ses conséquences. Tout d'abord, elle détruit les vitamines et minéraux des aliments ainsi que les acides aminés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la réaction de Maillard. La réaction de Maillard, c'est lorsque les aliments grillés, comme au barbecue par exemple, développent un brunissement, ce qui va détruire la vitamine C ainsi que la vitamine D. Ce changement de couleur provoque aussi la production d'acrylamide. Si vous avez déjà entendu ce terme, ce n'est sûrement pas en bien, puisque l'OMS l'a récemment classé comme potentiellement cancérigène. La consommation de viande en quantité irraisonnée, et surtout de la viande non bio, est aussi mauvaise. La viande actuelle est bourrée d'antibiotiques. La consommation excessive de viande rouge augmente le risque de cancer colorectal de 29%. La charcuterie, elle, contient beaucoup de conservateurs et de nitrites. Le poisson, lui aussi, est riche en métaux lourds. Je ne m'étalerai pas sur le sujet des colorants alimentaires, qui pour la plupart sont vraiment mauvais. Ils sont notamment incriminés dans l'hyperactivité des enfants. Je vous laisse regarder la vidéo de Corinne Gouget intitulée « Les immangeables, la vérité sur les bonbons ». Sa vidéo est juste inégalable et criante de vérité. Pour finir, une dernière note sur le glutamate monosodique, ou aussi appelé E621. On le retrouve dans beaucoup de produits. Il sert d'exhausteur de goût dans les soupes, les bouillons, les sauces, les charcuteries, les plats préparés, et bien heureusement pour vous, je ne vais pas tout vous citer. On en trouve même vendu sous forme de poudre brute. 95 000 tonnes sont consommées chaque année en Europe. Le professeur Joseph Newhouse ainsi que le docteur Lucas ont démontré dans les années 1950 que le glutamate détruisait les neurones. Le professeur J. Olney, spécialiste du cerveau, nous parle d'exitoxicité. Le docteur Russell Blaylock nous définit l'exitoxicité comme le fait d'exciter ou de détruire les cellules nerveuses. Selon certaines études, les symptômes liés à la consommation excessive de glutamate seraient l'obésité, l'hypertension, l'hyperactivité, le diabète, les migraines et bien d'autres encore. On peut aussi parler du syndrome du restaurant chinois. Après tout ce négatif, y a-t-il des solutions? Mais oui, évidemment. J'entends déjà les « oui, mais si on écoute tout ça, on ne va plus rien manger ». Ne soyez pas défaitistes. Il faut surtout raisonner sa consommation. Pour les alternatives au lait de vache, il y a les laits végétaux. Pour limiter leur coût, vous pouvez même les faire maison. Si vous avez la chance d'habiter près d'une ferme, vous pouvez occasionnellement consommer du lait de vache non stérilisé que vous ferez bouillir au préalable. Pour le sucre, il suffit d'en consommer moins et de privilégier les sucres de qualité. Vous pouvez utiliser du miel. Même si son indice glycémique est élevé, il a de très bonnes vertus et ne possède pas de calories vides comme pour le sucre blanc. Vous pouvez aussi utiliser du rapadura, appelé aussi panela. C'est du sucre complet de canne. Il garde donc ses vitamines et ses minéraux. Le sucre de coco est idéal, puisque son indice glycémique reste bas. Le xylitol est assez peu connu. C'est un produit entièrement naturel qui a le goût du sucre. Il est extrait du bouleau et a un pouvoir glycémique très faible. Il ne fait pas grossir et a même un pouvoir contre les caries en détruisant les bactéries. Pour le calcium, misez sur les végétaux. Et pour les femmes touchées par l'ostéoporose, foncez sur la vitamine D3 ainsi que la vitamine K2. Pour la viande, il suffit d'en manger moins et de meilleure qualité. Et pour le poisson, il suffit de consommer les petits poissons des eaux sauvages car ils ne sont pas en fin de chaîne alimentaire et de consommer la chlorella au moment du repas. Elle captera les métaux lourds présents dans votre assiette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous pourrons éclaircir le sujet dans une prochaine vidéo si jamais vous avez des questions. Je ferai de toute façon une ou deux vidéos complémentaires sur le sujet. Je parlerai du régime hypotoxique du docteur Seignalé, du docteur Kousmine, du régime paléo et du régime cétogène. La vidéo suivante portera sûrement sur l'eau. Faut-il boire de l'eau en bouteille, de l'eau du robinet? Je vous dirai tout sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. De même pour les critiques.
Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. A très vite!